de m'avoir invité d'abord, mais surtout de tout le travail qu'elle fait. Depuis combien d'années? 10 ans 20 ans 21 ans. Je pense qu'elle est prête à voir les effets de son ardeur et de sa lutte, parce que en ce moment on est vraiment dans le grand combat contre la chimie et contre la fausse prévention. On est dans une situation urgente. Il y a encore quelques jours, j'ai reçu une petite fille de 2 ans et demi pour un syndrome néphrotique. Alors, un syndrome néphrotique, ça veut dire une maladie chronique incurable. J'espère que ça sera curable par l'homéopathie, mais incurable par la médecine officielle, qui sera sous cortisone tout le restant de ses jours. C'est-à-dire qu'elle aura une mauvaise croissance, elle va faire du diabète, elle va faire de l'hypertension, elle aura plein de médicaments contre toutes ces maladies-là. Et alors la maman a demandé, parce qu'ils sont très forts pour le diagnostic, ben oui, c'est un syndrome néphrotique. Et la maman a demandé comment c'est arrivé, on n'a pas ça dans la famille. Alors le médecin a dit, eh bien, elle a dû être affrontée à beaucoup de microbes ensemble, et elle n'a pas pu beaucoup de microbes ensemble. Or, elle avait été vaccinée 3 jours avant. Beaucoup de microbes ensemble. Or, les histoires de reins après les vaccins, ça devrait être bien connu. Je me souviens quand j'étais externe, c'est pas récent, externe des hôpitaux en pédiatrie, ça devait être en 1957. On avait amené une petite fille au docteur Catala. C'était un homme que j'estimais beaucoup d'ailleurs, un bon pédiatre, et une petite fille qui était toute gonflée d'œdème, et on avait fait le diagnostic de néphrose lipoïdique, et les parents disaient devant tout le monde, c'est-à-dire les assistants, les externes, les infirmières, tout le monde, les parents disaient, mais c'est depuis qu'elle a été vaccinée. Et le professeur a dit tout bas à nous, mais on le sait bien, le vaccin, surtout à l'époque le vaccin anti-polio, entraîne des syndromes néphrotiques, parce que, comme c'est préparé sur rein de singe, ça pousse le corps à faire des anticorps anti-rein pour s'en débarrasser. Donc, fait des anticorps contre lui-même, contre son propre rein. Bon, la petite fille, elle est certainement morte en quelques années. Elle n'a pas eu la polio. Mais il vaut mieux avoir la polio. On s'en tire avec une jambe handicapée, encore que. D'abord, toutes les gens qui ont été touchés par le virus de polio ne font pas de paralysie. Ça fait une petite angine rouge. C'est tout, une petite angine virale. J'étais à l'hôpital Foch au moment de la grande épidémie de polio, dans le service des paralysés de polio. Et on nous avait fait, à tous les externes, on nous avait fait des prises de sang pour savoir si on avait été touché par ce virus. On avait été touchés tous contre les 3 virus. Aucun n'était paralysé, aucun n'a fait une maladie, aucun n'a su qu'il était touché par le virus. On s'est défendu. Et pourquoi il y en a qui ne se sont pas défendus? Moi, j'ai fait ma petite enquête personnelle et j'ai cherché l'anamnèse des vaccins de tous ces enfants qui étaient gravement atteints. Presque tous avaient été vaccinés, soit contre la polio, soit contre autre chose, la variole, je ne sais pas quoi, dans le mois précédent. Ça avait diminué leur capacité immunitaire et ils avaient chopé le virus qui passait. Alors on nous a fait des belles courbes pour nous montrer que la polio, ça a disparu avec les vaccins. C'est un mensonge absolu, ça a disparu bien avant, ça a disparu dans les pays qui n'ont pas été vaccinés. Vous savez, autrefois, quand il y avait une épidémie,
les gens faisaient un pèlerinage à Saint-Roch ou à Saint-Machin et ces trucs, et puis l'épidémie disparaissait. Parce que le génie épidémique, il touche tous les gens qu'il a à toucher, et puis après, les autres se défendent. Et quand c'est les... quand on fait un pèlerinage, bon, c'est bien de faire un pèlerinage pour revenir à la droite ligne, mais de toute façon, l'épidémie va disparaître. Elle a touché les gens qu'il fallait toucher. On le sait bien en homéopathie, le remède de l'épidémie, on donne le remède de l'épidémie. Par exemple, on sait que cette épidémie-là de grippe, c'est causticum. On le voit aux symptômes, c'est causticum. Tous les gens causticum ou approchant causticum vont être touchés, mais pas les autres. On n'a pas besoin de vacciner des millions de personnes. Il suffit de remarquer que cette épidémie est causticum. On donne causticum à tout le monde, et à tout le monde, à tous ceux qui sont causticum, ils vont se défendre. Au moment de cette grande épidémie de polio, à Buenos Aires, où il y avait d'excellents homéopathes, ce qui n'était pas le cas en France, hein, mais parce que les Français ont eu du mal à arriver à la véritable homéopathie. Parce que comme les Français, à l'époque, étaient au-dessus de tout le monde et n'apprenaient pas les langues étrangères, heureusement, elle a changé. La France a changé. Mais à ce moment-là, les Français ne connaissaient pas les langues étrangères. Ils ne savaient parler ni anglais, ni allemand, ni rien. Et donc, on n'avait pas accès aux pathogénésies écrites en allemand ou traduites en anglais. Donc, l'excellent docteur Vanier a fait des petits résumés qui enlèvent toute la personnalité de chaque remède. Et donc, les Français étaient très démunis par rapport à la connaissance homéopathique. Mais à Buenos Aires, donc, il y avait d'excellents homéopathicistes. Et pendant cette épidémie qui a été terrible, les hôpitaux de Buenos Aires étaient pleins d'enfants paralysés. Les enfants qui étaient traités régulièrement par homéopathie, aucun n'a fait la polio. Parmi ceux qui ont consulté les homéopathes au moment de leur maladie, tous ont guéri et personne n'a eu de séquelles. Si bien que le ministre de la Santé a convoqué le docteur Pasquero pour qu'il fasse quelque chose dans l'hôpital pédiatrique de Buenos Aires. Et donc il s'y est rendu. Il a eu de tels résultats sur les séquelles qu'il a été décoré officiellement par l'État. Mais ça, on ne vous le raconte pas. On vous parle de Pasteur. Un grand menteur. Vous avez l'air bien au courant là, parce que vous riez. Il y en a combien parmi vous qui sont archi contre les vaccinations? Et combien sont soignés par les médecines parallèles? Bravo. Et par l'homéopathie? Bon, on est en pays connu alors. Mais vous dire que vous êtes une humanité d'avant-garde. Vous préparez l'humanité de demain. Parce que vous n'avez pas une vue matérialiste du monde. Toute la science actuelle a une vue matérialiste du monde. Pour la science, c'est la matière qui régit tout. Même l'énergie extraordinaire du nucléaire, c'est la fission de la matière, c'est la matière. Ils ne peuvent pas imaginer, d'ailleurs le mot d'âme n'existe plus. Alors que c'est l'âme qui donne l'impulsion à toute la matière, notre matière. Un jour, je faisais une conférence au Puy,
Et il y a un monsieur en blouse blanche, au fond, un jeune médecin, qui me demande qu'est-ce que c'est que l'énergie vitale? Alors, je lui dis, ben, c'est la différence qu'il y a entre un monsieur qui est debout et un cadavre. Ça fait quand même une grosse différence. Hein? On est obligé de voir qu'il y a quelque chose de différent. Pour les matérialistes, l'homéopathie est un mystère incompréhensible, inintelligible, donc inexistant. Inintelligible, mais d'accord, inintelligible pour qui? Les choses sont inintelligibles pour celui qui n'a pas l'intelligence, mais elles ne sont pas inintelligibles en soi. Pour celui qui connaît, elles ne sont plus inintelligibles. Mais ils ne veulent pas connaître. On les comprend, c'est des hommes, ils sont angoissés. Ils ont une certaine idée qu'on leur a inculquée pendant leurs 7 ans de médecine, on leur a beau être grave. Entre parenthèses, quand j'étais jeune, mon père disait que il disait, si ton fils est très intelligent, tu le mets en polytechnique. S'il l'est moins, tu le mets à Centrale. S'il est idiot, tu le mets en médecine. Ils ne sont pas tous idiots, heureusement. Mais quand même, les médecins sont choisis non sur leur capacité de discernement, mais sur leur mémoire. Les examens, c'est la mémoire. Bon, donc on peut avoir une mémoire phénoménale, même les autistes ont quelquefois une mémoire extraordinaire. Même plus que la plupart des gens. Moi j'ai une petite autiste, elle vous dit ah, le mariage d'un tel c'était le 9 janvier et c'était un mercredi de telle année. Une mémoire extraordinaire. Mais la mémoire et l'intelligence, bon, l'intelligence se sert de la mémoire, mais c'est pas la même chose. Alors donc, pour eux, ça n'existe pas puisqu'ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent pas entrer dans un nouveau paradigme de l'énergie, dans laquelle entre la nouvelle science de la médecine quantique. Qu'est-ce qui sait ce que c'est que la médecine quantique? Un petit nombre. Bon, moi, j'y connais rien, hein, je vous dis tout de suite, mais je sais que ça existe. Et la science quantique a découvert que la matière, dans son aspect matériel, est une illusion. Les molécules ne sont pas des corpuscules solides, ce sont des nœuds de vibration. Et tout est vide, finalement. Tout n'est qu'énergie. Et la matière, c'est la concrétisation d'une énergie et d'une pensée créatrice. Donc, nos savants disent, ne voient qu'ils ont un paradigme uniquement enfermé dans la matière. Et comme ils expliquent tout à travers ce paradigme, si on leur montre des faits qui sortent de ce paradigme, c'est l'angoisse. Et l'angoisse, pourquoi? Après tout, ça pourrait être intéressant pour l'homme de connaître autre chose, de s'ouvrir à quelque chose. Mais ça veut dire que si l'autre, qui n'a peut-être pas fait beaucoup d'études, connaît quelque chose que moi, qui suis professeur des hôpitaux et qui a fait des études jusqu'à 50 ans, ne sait pas, c'est que je ne suis pas Dieu. Si je ne suis pas Dieu, je suis mortel, et là... En fait, c'est une lutte, notre lutte est une lutte contre l'angoisse. Donc il faut avoir pitié d'eux, ils sont désangoissés, mais on n'a pas peur. Alors, en plus de ça, ils disent, l'homéopathie, on ne sait pas comment ça marche, donc ça ne marche pas. Ah oui, même, j'ai vu un
un scoop, une vidéo, où ils se sont donné le mal de prouver scientifiquement, disent-ils, qu'il n'y a rien dans le remède homéopathique. Alors c'est vraiment, ils font ça avec des tubes à essai, des trucs vraiment très très scientifiques, pour prouver qu'il n'y a pas de molécules dans la 12CH. Mais on est désolé, mais Hahnemann le savait. On le sait tous qu'il n'y a pas de molécules dans la... Depuis le début, on le sait. Puisque même Hahnemann l'avait dit, qu'à partir de la 12CH, il n'y avait plus rien. Et puis, les homéopathes unicistes, en tout cas notre maître Massy, qui est notre maître à nous, de Buenos Aires, défunt, mais qui nous a beaucoup marqué, il nous conseillait de ne pas prescrire en dessous de la 100CH pour être sûr qu'il n'y a aucune molécule dans le remède qui puisse avoir un effet pharmacologique qui puisse être suppresseur, pour être sûr de n'atteindre que l'énergie profonde de la personne. Donc, ils passent un temps fou à nous prouver qu'il n'y a rien dedans, et nous, on le sait plus. Et puis, ils disent, l'homéopathie, oui, ça... il n'y a pas d'explication, donc il n'y a pas de... c'est pas scientifique. Mais je suis désolée, nous, on a l'explication. C'est la loi de similitude. C'est une explication. Quand Archimède a fait sa loi d'Archimède, il était dans son bain, et il voyait que son bras, qu'il posait sur l'eau, flottait. Il n'a pas donné l'explication pourquoi ça flottait, mais il a fait un calcul, il a fait la loi d'Archimède pour dire une poussée, vous connaissez la loi, je l'ai oublié, mais enfin, égale à, je ne sais pas quoi. La loi d'Archimède, ce n'est pas une explication, c'est une constatation des faits. Et il l'utilise pour fonder tout un tas de calculs scientifiques. C'est scientifique. C'est comme la loi de la gravitation universelle. Newton, il a vu tomber une pomme et il a compris. Tout le monde voyait tomber des pommes, mais lui il a compris la loi de la gravitation universelle. Mais il n'a pas dit « ça marche comme ça », il a constaté, et toute la NASA se base sur ses calculs. Donc c'est scientifique. On n'a pas besoin d'avoir le secret des choses pour dire c'est scientifique. Scientifique, c'est j'accepte de regarder le réel et d'en tirer des lois. Et voilà. Mais je vous dis, l'angoisse les empêche d'accepter de regarder le réel. Si bien qu'ils vont dire, s'il y a une guérison d'un cancer par homéopathie, ils vont dire que c'était pas un cancer, que c'était une erreur de diagnostic. Je me rappelle d'une personne. Je la rencontre, je rencontre sa tante à la messe, c'est vieux, ça fait 40 ans. Et elle me dit, venez voir ma nièce, elle est jaune des pieds à la tête, elle est en train de mourir de métastase hépatique d'un cancer du rectum, je crois. Et les médecins, tous, disent qu'il y en a pour un mois, on donne de la cortisone pour éviter les douleurs. Pour un mois. Bon, j'accepte d'aller la voir. Le bon Dieu aidant, j'ai donné les bons remèdes, elle a mis un an à guérir quand même, mais elle vit encore 40 ans après. Elle va très bien. Enfin, elle va très bien, maintenant elle commence à vieillir. On finit tous par la mort, hein. Tout ou tard. Mais au bout de quelques années, les voisins lui ont dit « Mais enfin, tu as eu un cancer, tu pourrais avoir je ne sais quel droit à la sécurité sociale, je ne sais pas quoi, va les voir. » Bon. Alors, bon, ALD ou je ne sais pas quoi. Alors donc, elle a été voir. Ils ont dit qu'elle avait eu une hépatite aiguë. Moi, j'avais le compte-rendu à naturopathe du chirurgien qui l'avait opéré de son cancer du rectum.
crois que c'était rectomucinoïde, je sais pas quoi. En tout cas, j'avais le compte-rendu qui disait bien que c'était un cancer, mais non, c'était une hépatite aiguë, et que le docteur Facton l'avait soignée au décours de sa convalescence. Oh. et ça, c'est bon, c'est une histoire qui est rigolote à raconter, mais c'est tous les jours qu'on a ça. On n'essaie même pas de leur faire croire autre chose, mais c'est l'angoisse qui les aveugle. C'est pour ça que ça doit nous apprendre quelque chose à nous. La peur n'évite pas le danger, la peur est mauvaise conseillère. Ne nous laissons pas envahir par l'angoisse. Regardons les choses, même si elles dépassent apparemment notre capacité de comprendre. Alors, l'homéopathie dans la dégradation actuelle de la santé, qu'est-ce que ça fait? C'est ça le titre de la conférence. Qu'est-ce que ça fait? Ben, tous mes patients disent la réponse, ça change tout. Vous êtes d'accord? Ça change tout parce que d'abord, les enfants ne réveillent plus la nuit avec leur crise d'asthme. Ça change déjà quelque chose. Alors donc on peut multiplier les enfants. C'est plus une sinécure que d'avoir des enfants. Maintenant, on se limite à 2 enfants parce que c'est impossible d'avoir des enfants. Ça vous prend la nuit, c'est toujours malade. Mais quand ils se portent bien, c'est un plaisir d'avoir des enfants. Vous êtes bien d'accord? Et des petits-enfants. La vie familiale est donc changée, les enfants ne sont plus malades, ils ne réveillent plus la nuit, les parents ne sont plus épuisés sur les nerfs, donc ils s'entendent mieux, donc ils ne divorcent pas. Parce que, bon, il y a tous les cas de figure dans un divorce, bien sûr, mais quand même, à l'heure actuelle, en France, on ne se marie pas de force, on se marie parce qu'on est amoureux, en général. On se marie parce que notre inconscient a perçu dans l'inconscient de l'autre, sans raisonner, que c'était celui-là ou celle-là qui est ma moitié. Et puis, toute notre hormonologie travaillant, on vit quelque chose d'extraordinaire. Comme disait ma tante, ça dure 1 an. Pessimiste. Mais après ce moment de paradis hormonal, je dirais, il faut accepter les défauts de l'autre. Si l'autre est en déséquilibre, s'il est déprimé, s'il est tout le temps irritable, s'il est mal dans sa peau, accepter ses défauts, ça va être de plus en plus difficile. Si l'autre est guéri, qu'il devient agréable à vivre, ben je vais me réconcilier, je vais le revoir dans sa beauté. Et combien des couples que je soigne, au départ sont arrivés, ils sont gaulés, ils étaient près du divorce, et maintenant c'est des couples heureux. Parce qu'entre nous, il ne faut pas imaginer qu'on ne peut être heureux qu'avec l'unique qu'on a trouvé à l'autre bout de la planète, qui est fait pour vous de toute éternité. On est heureux parce qu'on a décidé d'accepter l'autre et de l'aimer tel qu'il est. Il ne faut pas être parfait, moi non plus. Personne n'est parfait. S'aimer, c'est s'aimer avec ses défauts. Bon, ça, vous êtes bien d'accord. J'avais fait... Le docteur Francis Nicolas avait fait sa thèse il y a longtemps de ça, ça devait être en 75 ou quelque chose par là, sur l'homéopathie, l'homéopathe comme médecin de famille. Et il avait pris comme exemple une famille que j'avais soignée, et où je soignais toute la famille, et ils avaient tous eu plein de maladies graves. Le père avait une histoire de thyroïde, il y avait une fille qui était morte d'une néphrose lipoïdique aussi, je me demande si c'était pas dû au vaccin, à l'époque j'avais commencé.
Il y en avait une qui avait fait 3 ans d'hôpital psychiatrique, que j'avais sorti de là, et que j'ai pris à la maison pendant des années, et qui finalement a terminé dans un monastère orthodoxe, et qui a été très heureuse. Enfin, il y en avait une qui avait une polyarthrite, enfin, tout le monde était malade, et tout le monde a retrouvé l'équilibre. Et donc il a eu sa thèse avec ça, mais c'est vrai que pour le médecin de famille, il faut des grands spécialistes. C'est sûr qu'il faut des grands spécialistes qui connaissent parfaitement l'œil, le côlon, le sein, le sénologue, maintenant il est sénologue. Je me rappelle un jour, c'était dans une retraite, il y avait un médecin qui était archi spécialiste, je ne sais pas quoi. Sa sœur lui téléphone que le petit a une otite. Elle était perdue, elle ne savait pas soigner le petit. C'était une grande spécialiste, je ne sais pas quoi. Donc, la médecine homéopathique, ça change tout. Ça change tout parce que c'est une médecine rééquilibrante. Elle est à la fois préventive et curative. On n'a pas d'un côté la médecine préventive avec les vaccins, puis de l'autre côté la médecine curative qui ne guérit rien. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous connaissez une seule maladie chronique que la médecine officielle guérit? Non. Ça n'existe pas. Nous, on les guérit. On essaye parce que c'est pas facile. Mais enfin, la chose est possible. La chose est possible. Donc une médecine qui équilibre la personne et lui permet de se défendre aussi bien contre les stress de la vie que contre les microbes. Et les stress de la vie, chacun est face au stress de façon différente. Un type va faire une dépression nerveuse parce qu'il a fait faillite, mais il vivra dans la foi d'une manière admirable la mort de son conjoint ou d'un enfant, etc. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il est sain dans ce secteur-là. Sain, ça y est. Mais devant la peur de manquer d'argent, il va se casser. Un autre, il va faire une dépression incurable, par l'empathie, incurable parce qu'il a perdu quelqu'un de cher. Mais il va être admirable s'il fait faillite. On est tous différents face au stress. Nous ne sommes pas égaux devant tous les stress. Et ça, c'est le génie de l'homéopathie aussi, savoir quel stress a fait basculer la personne. Donc, l'homéopathie est puissante à faire retrouver la pleine santé. L'allopathie aussi est puissante. Elle est très puissante. Si j'ai une rage de dents, je prends un Doliprane et ça passe. Mais il faut que j'aille chez le dentiste quand même. Bon, mais en attendant, rien ne me... C'est normal d'utiliser cette puissance de la chimie contre ma douleur. Si j'étais partie avec une rage de dents, je ne pourrais pas vous faire une conférence. Donc, je peux prendre un Doliprane et puis j'irai faire arracher la dent après. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Faire une conférence à Dijon. Je suis partie avec une rage de dents terrible. J'ai pris un aspirine, j'ai fait ma conférence. Je suis partie chez le dentiste après et elle m'a arraché la dent. Donc l'allopathie est puissante à supprimer les symptômes, pas à guérir, à supprimer les symptômes par lesquels l'organisme essaye de se défendre. La douleur, c'est pour m'avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma dent, que je ne sois pas infectée de tout mon corps, que j'aille chercher l'aide du professionnel pour m'enlever ce truc-là qui est infecté. Sinon, je risque de faire un flectement du plancher de la bouche, de faire une méningite, de faire, je ne sais pas, je risque de mourir si je n'ai pas la douleur.
La douleur est l'amie de l'homme. S'il n'y a pas la douleur, je vais me brûler avec ma cuisinière. L'allopathie est puissante à supprimer les symptômes par lesquels l'organisme essaye de se défendre tout en détériorant la santé. Mais voilà, l'allopathie c'est facile à prescrire. Vous avez inflammation, anti-inflammatoire, infection, antibiotique, tristesse, antidépresseur. Chaque personne qui a... Quand le médecin va signer l'avis de décès, il se croit obligé de donner du Seresta ou du Lexomil, je ne sais pas quoi, à toute la famille. Je suis désolée. Il y a d'autres moyens de réagir face à un chagrin que de prendre ses éteignoirs. Bon, hypertension, hypotenseur, etc. Toute la médecine est comme ça. Pourquoi? Parce que ça agit comment, l'allopathie? Là, ils savent que ça agit. Bon, ça agit par effet toxique. Alors, ils le mesurent. Ils mesurent l'effet toxique du produit sur telle inflammation, telle douleur, telle hypertension, voilà. Et alors, ils disent, vous avez des statistiques en homéopathie? Enfin, mais ça ne marche pas comme ça, nous, l'homéopathie. On n'agit pas contre le symptôme. On agit sur l'énergie vitale qui, elle, va rétablir la santé. Ce n'est pas la dose d'homéopathie qui rétablit la santé. C'est l'énergie vitale qui est rétablie. C'est comme quand vous avez votre poste de TSF, vous êtes sur France Inter. Vous voulez France Musique, vous tournez le bouton. Et puis après, c'est pas vous qui agissez. C'est l'unité de la radio à Paris ou je ne sais pas quoi qui chante. Vous êtes à France Musique. Si personne ne touche à votre bouton, vous restez sur France Musique. Mais si quelqu'un, sous la forme d'un stress particulièrement violent, vient bouger votre bouton, bah vous retombez dans votre maladie. Vous avez besoin d'une dose. Donc, l'allopathie agit par effet toxique, mais chaque produit a de nombreux effets toxiques. Et ceux qui ne sont pas recherchés sont appelés indésirables. Indésirables. Mais ils y sont quand même, tout en étant indésirables. On ne peut pas les chasser. Je ne peux pas faire que... Si je donne un toxique pour la constipation, par exemple, je ne peux pas faire qu'il n'y ait pas tous les actions sur la peau, sur les yeux, qu'on lit dans le vidal, sur le foie, sur ceci, cela. Je ne peux pas le faire parce que ça fait partie de la toxicité du produit. Donc je dois corriger par d'autres produits, etc., etc. Et j'en ai 10 dans mon assiette tous les matins. L'homéopathie, médecine de la globalité réactionnelle de la personne individuelle, par contre, par là même est difficile à pratiquer. On ne peut rien promettre. Souvent les gens, ils me disent au début de la consultation, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Invariablement, je réponds, je n'en sais rien. Je le saurai peut-être dans 1 heure à la fin de la consultation, mais pour l'instant, je ne sais rien sur vous, je ne sais rien de ce qui va vous aider. Accepter la relation qu'on va avoir pour que je comprenne quelque chose à vous et à ce qui a amené à cette pathologie. Là, je saurais. Mais pour l'instant, je ne sais rien. Mais ils sont tellement habitués à ce que le médecin, il est tout de suite le truc, anti-inflammatoire, anti-machin, anti-truc. Et 10 minutes de consultation, parce qu'il faut quand même écouter le cœur, avoir l'air d'être médecin. Donc il faut écouter le cœur, 10 minutes, prendre l'attention, etc. Même si la personne... Hein? C'est gentil avec 10 minutes. Je vais chronométrer une fois 3 minutes 30. Ah bon? Mais à 23 €, hein, il faut faire vite pour pouvoir payer le cheval à l'aîné, la guitare au suivant, etc. Bon. Donc l'homéopathie, c'est une recherche pour chaque cas.
Bon, pour les maladies aiguës, c'est à peu près facile. Les mères de famille peuvent être homéopathes pour les petites maladies aiguës de leurs enfants, les grippes, les petites angines avec Mercurius, Belladonna, Conite, Glucamara, ils ont leur liste avec quelques remèdes. Et HSF agit très très bien pour former des groupes de médecins aux pieds nus, je dirais, dans leur dispensaire en Afrique. 4 remèdes pour le choléra, et ils nettoient complètement le problème du choléra dans le lieu où ils sont. Et quand ils s'en vont, ils laissent des gens qui sont formés pour le choléra, avec les 4 remèdes à choisir dans un cas de choléra. Alors que quand les médecins sans frontières arrivent avec leur tente extraordinaire, leur fusion, le truc extraordinaire, ils ont beaucoup moins de résultats. Et quand ils partent, il n'y a plus personne, voilà, il n'y a plus rien, ça recommence, tout recommence. C'est pour ça qu'il y a une guerre entre les médecins sans frontières, qui sont des gens généreux quand même. C'est des gens admirables. Mais l'angoisse fait qu'ils font la guerre à HSF. Leur angoisse qu'ils ne comprennent même pas. Ah oui. Hein? HSF, c'est Homéopathes sans frontières. C'est une très très belle association, hein, qui date depuis 30 ans, 40 ans peut-être. Et ils ont formé des homéopathes un peu partout, dans tous les pays d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, pour les maladies aiguës, ça peut faire. Pour déraciner une maladie chronique, ça nous perd de manche. Là, si on veut guérir, et on peut par l'homéopathie. Mais Hahnemann lui-même s'est acharné pour les maladies chroniques, parce qu'il avait eu tels effets sur les maladies aiguës qu'il avait pensé que ça irait aussi pour les maladies chroniques. Il s'est cassé le nez. Et il dit, pendant 8 ans, j'ai travaillé jour et nuit pour comprendre, avancer et faire des expérimentations, étudier mes remèdes. Alors, quand les évangéliques, excusez-moi, ils ont beaucoup de qualité, mais nous racontent que Hahnemann, c'est par, je ne sais pas quoi, l'ésotérisme qu'il a trouvé les similitudes, c'est une calomnie. C'est vraiment une calomnie. On n'a pas le droit, quand on est chrétien, de calomnier les choses comme ça. Faut leur dire, vous faites des miracles, bon, ils font des miracles, peut-être. Il ferait bien de faire des miracles sur leur capacité à être vrais. Parce que, entre nous, Jésus l'a dit dans l'Écriture, puisqu'ils sont tellement pour l'Écriture, quand il reviendra, les gens diront, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus répondra, retirez-vous de moi, artisans d'iniquité. Artisans d'iniquité, c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est diabolique. On a beau faire des miracles au nom de Jésus-Christ, mais c'est pas malin de faire des miracles au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui les a gagnés sur sa croix, les miracles qu'on fait. Alors, il ne faut pas s'en glorifier. Mais nous, on est appelés à aimer notre prochain. Aimer notre prochain, ça veut dire, premièrement, ne pas le calomnier. Alors, si vous avez des évangéliques qui vous racontent que l'homéopathie c'est du diable, je vous donne des arguments. Donc, devenir homéopathe, ça demande une haute spécialisation si l'on veut vraiment guérir les maladies chroniques. On ne peut pas demander à tous les médecins d'être homéopathes. Il faut une certaine forme d'esprit, il faut la vocation. Mon ami, le docteur Dudena, qui est auriculo-médecin, acupuncteur, qui a essayé l'homéopathie, qui est tout à fait à fond pour l'homéopathie, il dit, oh, non, pour moi, interroger quelqu'un pendant une heure, c'est trop, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas. Voilà, il ne peut pas. Mais on ne peut pas demander à n'importe qui de faire du violon non plus. Chacun ses dons. Hein? Mais quand même, toute la médecine pourrait accueillir
les grandes lois de guérison découvertes par Hahnemann. Et avant tout, ne pas supprimer les efforts de l'organisme pour retrouver un certain équilibre. Il y a des gens qui, sans remède hémopathique, ne peuvent garder une santé de leurs organes profonds qu'à la condition d'avoir un ulcère de jambe ou un eczéma ou un truc. Si on leur supprime, ils vont faire leur infarctus. Et ça, il y a des statistiques là-dessus qui montrent, je pense à une statistique qui montre que les gens pour la même lésion coronarienne, hein, les gens qui ont eu un pontage et des gens qui n'ont pas eu de pontage, qui sont soignés par des médicaments, et donc qui n'ont pas eu de pontage. Évidemment, le pontage fait que tout de suite, le type, il se sent bien. Ça rétablit la circulation. Il sort de l'hôpital le lendemain de son infarctus, il est en pleine forme, il monte au Mont Blanc, il va très bien. Tandis que le type qui n'a pas eu de pontage, il faut qu'il se répare lentement, il lui faut un mois de lit. Avant, l'infarctus, c'était comme ça, c'était un mois de lit. Mais au bout de 6 ans, il y a le même nombre de morts. Et je me rappelle que j'avais fait une formation de mise à niveau de mes connaissances cardiologiques à l'hôpital de Lyon. C'était au début des stents. Donc, il parlait des stents. Alors non, on en met en voilà, des stents. Et il y avait un vieux médecin, vieux à l'époque pour moi, mais maintenant je suis plus vieille qu'il n'était sans doute. En tout cas, un vieux médecin qui disait, mais nous on avait les mêmes statistiques au niveau de l'infarctus. Il n'en mourrait pas plus de notre temps, seulement on lui mettait un mois au lit. Voilà. Témoignage d'un vieux médecin. Alors maintenant, on nous fait croire qu'on guérit les infarctus. Voilà, pas plus. Donc, ne pas supprimer. Simplement savoir ça. Un enfant a un eczéma, vous allez le supprimer très efficacement avec la cortisone. Oui, faire de l'asthme. Ça va aller mieux l'eczéma. Et ça, c'est vrai pour l'individu comme pour la communauté. On veut éradiquer telle ou telle maladie. Ça ne tient pas debout, c'est vraiment se prendre pour Dieu. La seule chose qui va éradiquer les maladies, c'est quand on sera tous au paradis. Hein, ça sera éradiqué. Faut se préparer à ça, on est fait pour ça. Il faut bien se dire qu'on est fait pour entrer dans un paradis où il n'y aura plus de maladie. Et ça, tout le monde en profitera, les malades, comme les gens qui meurent en bonne santé à 99 ans. Donc, ils veulent éradiquer les maladies, mais qu'est-ce qu'ils veulent éradiquer? Des maladies qui n'étaient pas graves, sauf si le terrain est malade. Alors, soignons le terrain, puisqu'on est pris en charge par la médecine depuis le ventre de la mère. On devrait tous avoir des santé parfaites si la médecine était si bonne que ça. Hein, on devrait être à 50 ans dans la plénitude, alors que actuellement entre nous, entre 50 et 70 ans, il y a eu, ça tombe soit d'infarctus, soit de cancer. On vous fait croire qu'on vit vieux. Ben oui, il y en a un certain nombre qui vivent vieux. Il y a ceux qui n'ont jamais eu de médecine, comme ma grand-mère qui est morte à 101 ans chez moi. Elle n'avait jamais vu de médecin. Je l'ai sortie de la mort, elle avait 96 ans avec Almina. Et puis elle est morte à 101 ans, en douceur. Mais c'est pas à cause des progrès de la médecine. Elle ne connaissait pas la médecine, elle n'avait jamais vu la médecine. Donc, mais la plupart des gens qui vivent vieux, comme on dit, ils sont dans des hôpitaux, pas dans des hôpitaux, mais dans des maisons de retraite, ils sont là. C'est horrible. Ah, vous avez été voir dans les maisons de retraite? Franchement, je comprends qu'ils militent pour l'euthanasie. Hein. Alors, c'est vraiment, la militance pour l'euthanasie prouve l'échec de la médecine. Pas d'acharnement thérapeutique. Mais moi, je m'acharne.
à trouver le remède qui va rétablir la personne, au moins pour lui permettre une mort douce. Une mort... J'ai eu une sœur qui est morte d'un cancer du pancréas, il n'y a rien de plus douloureux. Eh ben, elle est morte sans souffrir. Elle est morte dans un sourire. Son mari a dit la veille au soir, oh ben elle est bien, elle est beaucoup mieux, je vais dormir dans la pièce à côté pour la laisser se reposer. Et le lendemain, il l'a trouvée morte, elle souriait. C'est ça l'homéopathie, ça guérit pas tout le monde. On n'est pas fait pour rester sur la terre tout le temps. Mais mettre dans dans le meilleur équilibre possible, même face à de graves lésions. Donc, je disais que les vaccins sont des suppresseurs. Et notre maître Massy, avant l'épidémie du sida, nous disait « Nous allons vers une grande pandémie mondiale de je ne sais pas quoi, parce que nous avons trafiqué l'immunité, que nous avons voulu éradiquer des maladies pas graves et nous aurons des maladies incurables. » Et on a le sida. Il faudrait en dire encore beaucoup sur le sida, évidemment. C'est pas le lieu, mais il y a plein de mensonges là-dessus aussi. Vous êtes au courant. On est en train de créer, avec des maladies comme la rougeole, les oreillons, ça va devenir des maladies très graves. Voilà, maintenant c'est des maladies très graves. Et ça va le devenir parce qu'avec les vaccins qui sont dessus, on est en train de faire des souches qui mutent, qui vont devenir de plus en plus dangereuses. Oui. Et comme les maladies seront graves, il faudra vacciner. Et voilà. Et voilà. Nous C'est vraiment... Et j'avais une patiente qui avait fait 3 ans d'AFP, qui pensait qu'une chose, se suicider. Et, ben, c'est celle dont je vous parlais, là. 3 ans d'AFP. Hein. Et donc, quand j'ai pris à la maison, elle peignait, mais elle peignait des choses affreuses, épouvantables. Et en particulier, elle avait peint une personne avec le cerveau à l'air, avec toutes ses circonvolutions, etc. Et il y avait un espèce de diable qui représentait le psychiatre, qui approchait ses griffes comme ça. Et sur les circonvolutions, il y avait le nom de tous les médicaments allopathiques qu'elle avait pris. Et elle dit que ça vous emprisonne complètement. Elle disait, je n'étais plus capable de me suicider, parce que je ne pouvais pas penser à un suicide. Mais elle qui était super intelligente, elle était devenue un zombie. Alors bien sûr, elle ne se suicidait pas. Mais alors, il l'avait tuée. Il l'avait tuée. Et après, elle a été tellement enthousiasmée par l'homéopathie. Ah oui, elle avait écrit pour l'anniversaire de son psychiatre, elle lui avait envoyé une petite carte en lui disant « Merci de m'avoir conservé sans le suicide jusqu'à ce que je rencontre l'homéopathie. » Ah bah oui, comme vous voulez. D'accord, on fait une pause d'une demi-heure. En fait.